Merci à Emmanuel Venet d'avoir accepté l'invitation de la rencontre texto. Alors, vous avez publié votre premier livre, c'est ce qui est rappelé dans le petit fascicule qu'on vous a distribué. Vous avez publié votre premier livre en 91 chez Gallimard, maison d'édition dans laquelle vous êtes revenu pour La lumière, l'encre et l'usure du mobilier en 2023. J'ai vu qu'il était sur une des tables là-bas, donc vous pourrez l'emprunter si vous voulez après la rencontre. Titre énigmatique, hein, l'encre et la lumière, l'encre et l'usure du mobilier, titre énigmatique qui trouve son explication dans une lettre de Freud, citée dans ce livre, composé comme un abécédaire, de A comme auberge, à Z comme Zweig, qui propose un itinéraire intime et savant dans votre vie et dans la littérature et la psychanalyse. Un an plus tard, pour cette rentrée littéraire, vous publiez Contre-feu, pour la rentrée de janvier, chez Verdier. Et Verdier propose également une réédition en poche de Marcher droit, tourner en rond. Le titre est déjà extrêmement savoureux. Publié en 2016. Et c'est un livre Cannes Poli, invité ici même en octobre 2021, désigné comme celui qui l'a fait le plus rire dans toute sa vie de lectrice. Donc, et son livre à elle, Avant que j'oublie, est aussi très drôle. Alors j'ai des exemplaires en poche de Marcher droit, tourner en rond pour les étudiants un peu fauchés qui pour 8 € auront le plaisir de lire un roman très très drôle, très intéressant sur un malade, je vous le résume brièvement, un malade du syndrome d'Asperger, un autiste, et ça commence, il assiste à l'enterrement de sa grand-mère. Et il trouve qu'on lui rend bien trop dommage et que ce n'est pas un personnage aussi sympathique. Et c'est un personnage qui est sans filtre sociaux, sans filtre de censure, etc. Donc on est dans son monologue intérieur. Tout ce qu'il pense est hilarant. Et à tous âges, ça peut faire rire parce que je l'ai offert à ma mère qui l'a trouvé très très drôle. Il y a aussi un roman qui s'appelle Rien. Rien, c'est la réponse à la fameuse question « À quoi tu penses ?» après une relation sexuelle. Et le plus simple, effectivement, c'est de dire rien. Mais ça cache bien des choses. Donc, vous publiez, vous publiez ce contre-feu-là, et Voltaire déclare, vous savez, je suis au départ 18e, Voltaire déclare que tout explicateur de bons mots est un sot. Donc, je ne vais pas me risquer, mais peut-être plutôt vous demander de lire la première page de votre dernier roman, si vous voulez, ce qu'on appelle en narratologie l'incipit, et qui en donne bien le ton et l'esprit. Merci beaucoup, et merci pour votre indulgence, pour mon retard. Le livre commence ainsi. Le premier incendie auquel fut confronté le père Philippe Ligné s'alluma dans sa culotte le dimanche 26 juin 1988, à l'occasion du baptême de Grégoire Mouron. Marie-Ange, la mère du nouveau-né, portait ce jour-là une robe d'été vert pomme, au décolleté plongeant, et resplendissait comme une madone. Son petit ventre de jeune accouché et son opulente poitrine affichaient son bonheur de présenter en public, au bras de son mari, le fruit de leurs ardeurs sexuelles. Subjugué, Ligné sentit naître un début d'érection qui lui valut des associations d'idées salaces au moment de faire renoncer l'Assemblée à Satan, à sa pompe et à ses œuvres. À cette époque, il officiait comme simple curé à Sainte-Guénulphe, où il avait trouvé un équilibre de vie acceptable. Sibylle Stolz, sa gouvernante, l'épaulait au quotidien et assurait tant bien que mal un rôle de trop-plein lorsque sa libido menaçait de déborder. Leur pacte s'était noué en douceur, un après-midi de printemps, alors qu'elle nettoyait les vitres dans le bureau où il tentait de rédiger son sermon de Pentecôte. Comme la bretelle de son soutien-gorge ne cessait de tomber sur son bras, il l'avait appelée pour lui murmurer à l'oreille que le diable lui envoyait de mauvaises pensées, à quoi elle avait répondu avec bon sens qu'il attribuait fallacieusement au diable de simples signes de bonne santé. Vite dénudée, elle lui avait demandé avec son fort accent alsacien de la prendre à la levrette, à partir de quoi il avait suffi à Ligné de proclamer de loin en loin qu'il se sentait en excellente santé pour qu'elle lui donne le meilleur de son être, comme dit la chanson. Les amants de Saint-Jean, vous vous souvenez? Merci beaucoup. Donc vous avez imaginé la ville de Pontorgueil, qu'un jeune un peu rebelle appellera
Pride Bridge, Pont-Orgueil, situé non loin de Dijon et de Verrières. Alors Verrières, il faut se souvenir que c'est de cette ville que vient Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, quand même, un petit clin d'œil ici à Stendhal. Et vous vous en donnez à cœur joie pour décrire toutes les mesquineries, hypocrisies, arrangements entre amis, politiques, etc., commerciaux, des petites villes de province, aussi bien dans le monde des affaires que dans celui de la politique. Vous sentez-vous, attention à la référence, comme un héritier de Balzac dans ces scènes de la vie de province ou dans la comédie humaine, ou peut-être plus proche de nous, est-ce que Thomas Bernhardt, l'écrivain autrichien, vous sert de modèle pour ce jeu de massacre? Il y a vraiment un jeu de massacre dans votre roman, c'est pas la première fois, mais là c'est vraiment extrêmement sarcastique, satirique, etc. C'est la satire qui domine. Est-ce que vous avez des modèles pour ce genre? Alors Thomas Bernhardt, c'est une grande figure de mon panthéon littéraire. Et je suppose que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un auteur autrichien qui est décédé il y a quelques années, je dirais à la fin du XXe. Ou... 89, je crois. Ouais, c'est ça. Ça me paraît hier, mais enfin bon. Et qui était un protestataire né, et qui a écrit énormément de livres où il fustige l'Autriche, l'ordre qu'il appelle catholico-national-socialiste. L'Autriche était quand même très très gangrénée par d'anciens nazis ou d'anciens complices du régime nazi qui avaient pris des postes de notables. Et vous vous souvenez sans doute de Kurt Waldheim, hein, c'est ça, qui était président et qui a été dénoncé, démasqué comme ancien nazi alors qu'il était en poste. Et donc, Bernhardt, effectivement, attaque et se montre extrêmement caustique. Mais il y a un petit bémol, c'est qu'il a un style à lui qui est vraiment à nul autre pareil. Et si on se met à l'imiter, ça donne des catastrophes. Il y a eu quelques essais littéraires de pastiche, entre guillemets, ou d'imitation de Bernhardt, auxquels je veux absolument pas me laisser aller. Et du coup, je le lis pas trop quand j'écris, parce que c'est contaminant, c'est très contagieux cette manière. C'est de la répétition. Il a une manière de tout le temps ressasser les mêmes trucs avec les mêmes mots. Par exemple, dans un de ses livres, il y a un personnage qu'il appelle le fabricant de bouchons de bouteilles de champagne de Fribourg. Et je pense qu'en allemand, ça fait un seul grand mot, der Fribourg, machin, etc. Et chaque fois qu'il évoque ce personnage, ça revient, toute la litanie revient. Donc Thomas Bernhardt pour les idées, pas du tout pour le style. Et je me sentirais, pour ce qui est des plus classiques, plus près de Flaubert que de Balzac. C'est-à-dire dans la moquerie, dans effectivement un regard très goguenard sur notre société, sur l'écart considérable entre les paroles, les programmes politiques, les promesses, et puis ce qui se passe sur le terrain. Du reste, l'idée du roman, donc à Pont-Orgueil qui est déjà une ville qui apparaît dans mon œuvre, dans Rien justement, ce roman que vous signaliez, qui est sorti en 2013. Dans Rien, il est question d'un musicien complètement fictif qui s'appelle Gaucher, qui est né, qui a grandi à Pont-Orgueil, petite ville, vous voyez, petite ville moribonde du centre de la France, je dirais, enfin, beaucoup plus moribonde que ce qu'a pu être Verrières dans Le Rouge et le Noir. Et puis il y a une autre ville proche, c'est Valsonnier. Valsonnier, c'est une autre ville imaginaire qui était dans mon précédent roman paru chez Verdier, qui s'appelle Virgile s'en fout. Donc un petit jeu comme ça avec une topographie imaginaire, mais l'origine, enfin disons la perspective, l'événement qui occupe tout le livre, c'est l'incendie de la cathédrale. À Pont-Orgueil, il y a une cathédrale qui s'appelle Saint-Frusquin et qui brûle le 15 avril 2010, c'est-à-dire 9 ans jour pour jour avant la cathédrale Notre-Dame. Et le 15 avril étant aussi l'anniversaire du naufrage du Titanic qui ne pouvait pas couler. Là aussi, on a un bel écart entre les promesses et les actes. Et je me suis inspiré de ce que j'avais lu. Je ne sais pas où en est l'enquête. Très honnêtement, je n'ai pas suivi ça de manière attentive. Mais disons, dans les mois qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame, il y a eu plusieurs articles parus dans le Canard enchaîné
qui faisait état de manquements gravissimes dans l'organisation de la sécurité incendie. C'est-à-dire qu'il aurait dû y avoir théoriquement 2 personnes formées, expérimentées, connaissant bien le labyrinthe que j'imagine représente cette cathédrale. Et en fait, au lieu de ça, il n'y en avait qu'une dont c'était le premier jour, qui connaissait absolument pas la cathédrale. Et ce qui a donné lieu d'ailleurs ça aurait pu être un drame, c'est-à-dire à une fausse bonne nouvelle, c'est-à-dire l'alarme incendie a retenti. Le responsable de la sécurité est allé voir là où il pensait qu'il y avait un départ de feu, mais il se trompait d'endroit. Et donc il a fait interrompre un office, puis il a dit aux gens, ben non, finalement tout va bien, il n'y a rien qui se passe. L'office a recommencé, et c'est ainsi que les pompiers ont perdu 3 quarts d'heure, qui certainement coûtent au bâtiment et au trésor public, donc à nous, une somme assez conséquente. Enfin non, il y a aussi des grands mécènes qui ont donné des sous, non, je dis une bêtise. Comme on le remarque dans le nom que vous avez donné à la cathédrale, un Saint-Frusquin, et à cette ville, Pontorgueil, vous avez le goût d'imaginer des noms de lieux. Par exemple, on trouve là, très, très proche de Queneau, un mélange entre Flaubert et Queneau, Mollard sur Vernon. Ou des noms de personnages particulièrement drôles, mais pas orthographiés de façon à ce qu'il faille les prononcer pour voir la drôlerie. Valère Grognon, l'expert en incendie, Fernand Furet, le rédacteur en chef de l'Indiscret de Pontorgueil, une sorte de canard enchaîné de Pontorgueil, le juge André Bourrin, l'avocat Lornière, le jeune délinquant Brandon Bon, Jérôme Mouron, atteint du syndrome de Huston-Budwell et suivi à Paris par le docteur Nicodème Cloche, K-L-O-C-H, personnage que votre plume satirique dézingue avec une jubilation contagieuse pour le lecteur. Et donc j'aimerais bien que vous lisiez un passage, page 52-53, pour nous dire aussi un mot sur le laboratoire dans lequel prend forme cette onomastique, ces noms de personnages complètement improbables et en même temps très drôles. Alors il faut peut-être vous dire en préambule que j'exerce encore un petit peu la psychiatrie, mais j'ai exercé pendant 40 ans ce métier. Que j'ai découvert dans l'enthousiasme dans les années 80, parce que c'était une institution extrêmement vivante, extrêmement ouverte sur les sciences humaines, sur la littérature. Enfin, il y avait une effervescence en psychiatrie qu'on ne trouvait dans aucune autre spécialité médicale. Et puis j'ai vu petit à petit une espèce de médicalisation de cette discipline, mais sur un sens vraiment très triste, une sorte de fibrose intellectuelle qui a gagné les psychiatres. Bon, je ne veux pas trop en dire, mais disons qu'il y a dans le regard maintenant que portent les psychiatres sur leur champ de compétences ou leur objet d'étude, c'est plus tellement l'être humain, mais c'est le cerveau. C'est de plus en plus une espèce de sous-neurologie qui est en train de se mettre en place, et avec une grande désinvolture quant aux conditions de vie des patients, quant à l'histoire singulière des patients. Et nous sommes tous uniques sous cet angle-là, c'est-à-dire nous avons effectivement tous un génome unique et un cerveau à nul autre pareil, mais d'abord il n'est pas seulement conditionné par notre génome, il est aussi conditionné par notre environnement, et chacun naît dans un berceau culturel, dans un moment historique singulier, dans une langue, dans une société, enfin dans un bain social qui fait que chaque individu va développer quelque chose de complètement singulier dans la bonne santé, dans l'équilibre, comme dans la maladie, bien évidemment. Et je trouve que c'était ça qui était passionnant, d'avoir affaire à des gens toujours singuliers et de jamais, dans le fond, pouvoir être trop scientifique. C'est-à-dire jamais se dire on va faire des groupes homogènes de patients, puis on va... Dans les années 80, il me semble que ça commençait à poindre dans le monde anglo-saxon, mais en France, c'était pas tellement à la mode, pas tellement en cours.
Et là, maintenant, on ne parle plus que de ça, c'est-à-dire d'avoir des raisonnements de cohorte, des raisonnements statistiques, des raisonnements épidémiologiques en psychiatrie, qui sont d'une tristesse à crever. Là-dessus, il y a l'IA qui arrive et qui fait complètement frétiller les plus crétins d'entre nous, avec l'idée que l'ordinateur va avantageusement remplacer l'être humain. Enfin, vous avez peut-être entendu, dans le Canard enchaîné cette semaine, arrive le premier pas, mais je pense que, vous savez, on dit que la phylogénèse, l'ontogénèse reproduit la phylogénèse en médecine, c'est-à-dire le développement individuel reproduit le développement collectif. Alors, il arrive un robot conversationnel de confession catholique. Et je pense que le curé est un peu l'ancêtre des psys. C'est absolument affolant, quoi. Alors, c'est un robot qui est bien nourri et qui dit, par exemple, aux fidèles qui lui confient qu'ils sont homosexuels ou qu'ils ont des idées homosexuelles, que c'est pas bien et qu'il faut donc, si vraiment c'est insoluble, il faut être abstinent. Voilà, c'est un. Alors, je pense qu'il va y avoir la psychothérapie par robot dans l'année qui vient. Ça va nous être proposé. Et je pense que ça va être une catastrophe. Alors je me suis amusé à brocarder ce pauvre Nicodème Cloche, qui est neurologue et pas psychiatre, mais j'en connais des comme ça en psychiatrie. Hein. Donc ça commence par il était suivi. C'est le fils de cette dame Marie-Ange Mouron, qu'on a vu apparaître en première page, dont le nomastique, qui vous plaît bien, là il faut regarder les initiales. Mouron, c'est son nom de mariage, et elle a du Mouron à se faire, puisqu'effectivement elle s'est mariée avec un homosexuel sans le savoir, et donc ça fait MAM, M-A-M. Et ensuite elle divorce, elle reprend son nom de jeune fille, et elle séduit le curé devenu évêque, et son nom de jeune fille c'est Lamastre, donc elle devient mal, quoi. Enfin, l'incarnation du mal. Et c'est son dernier fils qui est épileptique, atteint d'un syndrome génétique complètement imaginaire. Hein. C'est pas du tout, ça renvoie pas du tout à une réalité médicale. Il était suivi une fois par an à l'hôpital Necker par le docteur Cloche, un neuropédiatre promis à l'agrégation, spécialisé en épileptologie et réputé pour ses recherches sur le syndrome de Huston-Bedwell chez l'adolescent, précisément la maladie dont il souffrait en raison d'une anomalie du gène CDX2B situé sur le chromosome 13. Là aussi, c'est complètement fantaisiste. Hein. Le docteur Cloche, praticien friand de données qu'il jugeait élégant d'appeler data, lui avait déjà répété à plusieurs reprises qu'en raison de cette anomalie génétique, il ne devait pas boire d'alcool, ni fumer de tabac, et encore moins consommer de substances illicites. En revanche, selon ce même docteur, l'anomalie du gène CDX2B n'empêchait ni de s'habiller en gothique, ni de se faire percer la peau pour y mettre des anneaux d'acier. Géraud rentrait donc de Necker lesté de questionnaires sur son sommeil, son alimentation, son temps d'écran ou son activité physique, et renforcé dans ses certitudes vestimentaires. En outre, d'instinct et à rebours des préconisations de Cloche, il sentait que le tabac, l'alcool et les psychotropes ne pouvaient que stimuler sa créativité artistique. Bien malin qui aurait pu percer la logique des conduites de Géraud Mouron. Il professait alors sa haine du système, sa conviction que la planète Terre allait à la catastrophe et son refus d'entrer dans les schémas de la consommation de masse. Écologiste, il récusait le recours à l'énergie fossile. Libertaire, il militait pour la sexualité sans entrave, la dépénalisation du cannabis et le droit au tapage nocturne. Pacifiste, il dénonçait toutes les guerres. Décroissant, il vantait la frugalité heureuse. Dans sa vie quotidienne, il passait 1 heure par jour sous une douche brûlante, se rendait au collège en scooter et se nourrissait de hamburgers. Il parlait d'assassiner les policiers qui empêchaient les rave parties et les vieux qui captaient la richesse du pays à leur profit. Plaidait pour la suppression des impôts, la semaine de 2 heures et la retraite à 25 ans. Appelait Pontorgueil Pride Bridge, ça c'est un clin d'œil à Rimbaud qui appelait Charleville Charlestown. Aspirait à vivre à Paris, mais à la condition d'y respirer un air pur, sous peine d'assigner la municipalité en justice. Les jours de canicule, il reprochait à sa mère de ne pas avoir fait installer la climatisation dans la maison, ou tout au moins dans sa chambre. Lorsqu'il ne jouait pas à cache-cache, C-A-S-H, c'est un jeu imaginaire là aussi, cache-cache 2.0 sur son ordinateur, il écrivait des paroles de rap. Mais c'est pas celui-là.
Oui, oui, il est assez banal, quoi. Enfin, on va dire. Mais peut-être qu'on lira après le portrait de Nicodème Cloche, qui est un peu plus loin dans le livre et qui est. Alors, si vous voulez le retrouver, parce que Je me suis fait plaisir dans l'assassinat in effigie d'un confrère. Dès l'époque de son internat, je ne devrais pas dire ça, c'est sur YouTube, ça va aller sur YouTube. Dès l'époque de son internat, le docteur Nicodème Cloche passait pour un drôle d'énergumène. Brillamment reçu au concours et sans aucun doute intelligent, il traînait dans les couloirs des hôpitaux parisiens sa silhouette en forme de Carpérier et ses mimiques d'idiot de village, de sorte que tout en lui attirait les colibets, son prénom, son nom, sa dégaine et ses centres d'intérêt. Il faut dire qu'à l'âge où ses condisciples se passionnaient pour le sport, les fêtes arrosées et l'initiation charnelle, Cloche plongeait avec délice dans l'actualité scientifique la plus aride et sacrifiait ses plaisirs à sa double spécialisation en neurologie et en génétique. Fine mouche, le professeur Mulot, un ponte de l'assistance publique, avait détecté en lui le dauphin idéal et lui avait promis monts et merveilles en échange d'une allégeance et d'un staccanovisme sans faille. Ainsi, non seulement Cloche avait consacré sa thèse au syndrome de Houston-Budwell, cher à son patron, mais il avait obtenu une bourse pour se former pendant 1 an dans le service du professeur Houston soi-même au Royal College of Epilepsy de Londres. Il en était revenu puceau, mais rigoureusement incollable sur le chromosome 13 et le gène CDX2B. Alors bon, je vous saute un passage pour ne pas faire trop long, mais à propos de son rapport à la politique sanitaire, on va dire. En attendant son heure, donc le temps de devenir professeur de médecine, Nicodème Cloche réfléchissait activement à la manière de remplacer les neurologues, tristes humains irrationnels et faillibles, par un algorithme fiable. En toute rigueur, cela permettrait d'harmoniser une fois pour toutes la prise en charge de l'épilepsie et de contribuer efficacement à équilibrer les comptes de la sécurité sociale. S'il parvenait à ses fins, on pouvait imaginer que la France compte en 2030 2 professeurs de neurologie établis à Paris et, pour la province, quelques infirmiers spécialisés susceptibles de nourrir la machine avec les bonnes datas afin qu'elle imprime l'ordonnance la plus adaptée à la situation. Idéalement, ces infirmiers devaient se montrer parfaitement interchangeables, rompus à une pratique opératoire et imperméables à la sentimentalité qui risque toujours de compliquer les relations entre le personnel soignant et les malades. Cloche se voyait déjà en héros du retour à l'équilibre des comptes publics, grand officier de la Légion d'honneur, influenceur hautement respecté sur la toile, visiteur du soir au ministère de la Santé et couvert d'or par les laboratoires pharmaceutiques avec lesquels il négocierait le référencement de leurs produits dans son logiciel. Un futur ministre, donc. Alors, vous venez de nous dire que vous êtes psychiatre, vous êtes à l'hôpital du Vinatier à Lyon, et vous avez publié en 2020 un livre remarqué, un manifeste pour une psychiatrie artisanale, dont votre nouveau roman semble être une sorte de réécriture sous forme de grandes blagues, où vous critiquez toute cette dégradation des soins apportés aux malades au nom de l'efficacité des neurosciences, tout cela dans une langue de bois qui dit le contraire de ce qu'elle fait, comme à la page 102, si vous voulez nous lire le petit extrait. C'est pas vraiment sur un hôpital, mais c'est sur un centre d'hébergement où on dit qu'on a fermé des lits, mais c'est beaucoup mieux en fait. Il s'appelle la Fraternité de Champavin. Donc à la Fraternité de Champavin, un vieil éducateur alcoolique se souvenait un peu de lui, mais on ne disposait plus, hélas, de places d'hébergement depuis la restructuration pour amélioration de l'offre qui avait conduit à la fermeture de 18 lits. C'est un peu partout pareil, quoi. C'est vraiment la langue. Vous savez, un plan de licenciement, ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi quand même. La messe est dite, quoi. Alors pensez-vous que le genre romanesque serait finalement le plus à même de faire comprendre les dérives de notre société, l'abandon des malades, le moins-disant à la fois social, culturel, thérapeutique. Enfin, pensez-vous que le roman ait cette capacité, plus qu'un édito, plus qu'une émission à la télévision, il faut un peu de tout, je pense. Il faut un peu de tout, il faut des propos scientifiques. Le manifeste auquel vous faites allusion est un livre vraiment
de psychiatrie, enfin, un livre écrit par un psychiatre pour des soignants, des patients et des familles de patients, ce qui fait du monde. Hein. Évidemment, il ne s'est pas vendu à des millions d'exemplaires, mais il pourrait toucher virtuellement beaucoup et intéresser, je dirais, beaucoup de gens. Mais je pense que le roman peut être effectivement un vecteur pour dénoncer toutes ces impostures, et au-delà de celles qui visent la psychiatrie ou la médecine, toutes les impostures de notre société qui est vraiment, enfin, qui est calamiteuse dans cet écart croissant entre les paroles et les actes. Enfin, on l'a vu avec le renoncement à la plupart des objectifs écologiques pour racheter la paix sociale dans les campagnes. On le voit un peu partout, c'est des mots, et puis derrière business as usual. Alors Blaise Mouki, arrivé d'Afrique où il a travaillé dans une mine de diamants sans pouvoir faire reconnaître en France sa qualité de réfugié politique, sera désigné comme le coupable idéal. Est-ce que l'humour est devenu le seul moyen de faire entendre à quel point la société française est atteinte par le racisme et la xénophobie, juste après la très controversée loi sur l'immigration ? En d'autres termes, c'est un peu la question que je vous ai posée. Pensez-vous que le romancier peut jouer à jeu égal avec un éditorialiste pour dire un certain état de la société, éventuellement prévenir certaines de ses dérives ? Ça dépend quel éditorialiste. Hein. Et il y en a certains sur certaines chaînes très marquées à droite qui ont le populisme en bandoulière et de l'audience, indéniablement. Et le roman, je ne dis pas qu'il en a peu, mais enfin il en a certainement moins. Et le roman a certainement l'inconvénient de convertir les convaincus, enfin, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, qui sont des lecteurs de romans, sont en général des gens qui ont les moyens de dépasser le populisme et le simplisme des éditorialistes auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Alors vous êtes particulièrement doué pour pasticher la langue des politiques, notamment dans le discours du maire de Pontorgueil le 15 avril 2022, pour le lancement du chantier du centre commercial sur les ruines de la cathédrale incendiée. Donc vous voudrez bien peut-être nous lire le début, donc c'est page 120-121, et justement ça rejoint la question le thème que vous venez de l'aborder. Le roman vous semble-t-il pouvoir jouer le rôle d'antidote à ce poison de la démagogie et de tous les populismes ? Parce qu'on va voir que c'est vraiment un ramassis de clichés populistes, démagogiques que ce discours du maire. Alors je vous lis le début, puis un petit extrait un peu plus loin. Le 15 avril 2022, on se doute que la date n'a pas été choisie au hasard. Ainsi commence le discours que prononce Gérald Bloch au pupitre de plexiglas, orné du logo de sa campagne municipale, « Ensemble, debout, demain ». C'est un programme. Hein. 12 années, jour pour jour, après le terrible événement qui a endeuillé sa commune, il est heureux d'annoncer l'avènement d'un projet architectural ambitieux. Oui, malgré les controverses et les difficultés considérables auxquelles s'est heurté ce projet innovant, il pose aujourd'hui une première pierre, celle sur laquelle la société d'économie mixte, enfin la première pierre, là, évidemment, vous imaginez les échos que ça peut avoir avec le « tu es Pierre » et sur cette pierre, machin. Donc il pose aujourd'hui la première pierre sur laquelle la société d'économie mixte se propose de bâtir une galerie marchande à la hauteur des attentes des Pontorgueillaises et des Pontorgueillais. Il sait combien ses concitoyens sont attachés à leur patrimoine, à leurs traditions et à leurs valeurs. Mais il sait aussi combien la ville est soucieuse de coller aux évolutions du monde et de ne pas se laisser distancer par ses rivales dans la course à la modernité. C'est justement pour cette raison qu'il est fier de présider aux destinées d'une cité résiliente qui défend jalousement son passé tout en se tournant résolument vers l'avenir. Et donc un peu plus loin, il va dire « Pour autant, en tant que maire concerné par les questions environnementales, Gérald Bloch ne minimise pas celle de l'impact écologique qu'aura la future réalisation. Certes, il faudra bétonner, artificialiser le sol, déranger la reproduction de Polyphylla fullo et de Caprimulgus ruficolis et de nombreux autres bestioles, mais tout cela se fera dans le strict respect des obligations réglementaires et de la lutte contre le réchauffement climatique. D'une part,
la mairie s'engage à planter 300 arbres au Pérou et en Indonésie dans le cadre du processus de la compensation destiné à préserver la biodiversité. Et cette contrepartie écologique sera facile à vérifier. D'autre part, l'architecte Chris Tollet est réputé pour sa sobriété énergétique. Il s'est d'ores et déjà engagé à n'utiliser que du ciment écologique, du béton sans additifs, de l'acier trempé à l'eau de pluie et surtout beaucoup de bois éco-responsable. Précisons qu'il n'utilisera que du bois européen, venu des forêts éco-administrées de Scandinavie, une région où l'on ne badine pas avec le dérèglement climatique. Et surtout, il tient à souligner un point capital. Pour atténuer le scepticisme qui se manifeste ici ou là, voilà, il tient à souligner pour atténuer le scepticisme. La galerie marchande ne va pas artificialiser le sol de son emprise, mais le réartificialiser, ce qui n'a rien à voir. En effet, la partie détruite de la cathédrale a rendu 3000 m² à la nature. C'est pratiquement la surface que va occuper l'édifice nouveau. Pas un seul mètre carré ne sera pris en sus. En outre, grâce à un agencement très bien conçu des baies, des orientations et des matériaux, la galerie sera peu gourmande en climatisation et en lumière. Du reste, elle n'utilisera que des ampoules basse consommation. Son bilan carbone représentera, qu'on se le dise, un modèle de vertu. Enfin, last but not least, les engins de chantier ne rejetteront dans l'atmosphère que des écopolluants organiques, à savoir du gaz carbonique naturel et des particules fines biodégradables. Voilà, on veut le même centre commercial à côté du campus. On s'amuse beaucoup en vous lisant, on rit beaucoup, on a envie de mettre des petits traits dans la marche pour revenir à cette bonne formule, à cette phrase amusante. Pourtant, vous donnez une représentation très noire et très déprimante de notre société. Aucun personnage ne vient donner une meilleure image que celle des autres. C'est un roman sans héros quand même, comme s'il n'y avait plus de place pour l'héroïsme dans notre monde mesquin, individualiste, carriériste, raciste, hypocrite, etc. Alors votre humour est-il comme celui que Montaigne définissait comme la politesse du désespoir ? Est-ce qu'au fond vous êtes un mélancolique contrarié ou un mélancolique qui se soigne ? Ou espérez-vous une sorte de piqûre de rappel grâce à la satire pour retrouver ce goût du vivre ensemble, de faire société ? Dans ma vie quotidienne, je ne suis pas un mélancolique. Mais je pense qu'il y a en moi peut-être un enfant déçu, un enfant qui n'en finit pas avec une certaine désillusion quand il s'est rendu compte, et j'en parle dans La lumière, l'encre et l'usure du mobilier, des mensonges ou des mirages dans lesquels il avait grandi, tant sur le plan politique que religieux. Alors, c'est sans doute vrai que mon humour est une manière de me défendre contre l'extrême tristesse que me procure l'évolution du monde. Et puis, je pense qu'on n'est pas tout à fait au bout de nos peines. Enfin, ça a l'air de ne pas aller en s'arrangeant. Donc, je pense que je vais aller en faisant de plus en plus d'humour, peut-être. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je nuancerai un petit peu votre propos quand même sur le fait que, sans spoiler la fin, mais il y a un personnage qui est plus lumineux que les autres, mais il n'a pas un destin très, très souriant. Alors, quels ont été vos grands modèles littéraires en dehors de vos études pour devenir psychiatre ? Vous semblez bien vous souvenir de La Fontaine. Page 83, vous citez Les animaux malades de la peste. C'est un classique, je ne connais pas très bien les fables de La Fontaine. Et quand vous êtes-vous autorisé à devenir écrivain ? Vous avez consacré un livre à Ferdière, psychiatre, d'Antonin Artaud, en 2006. Moi, on me l'a offert, ce livre-là, et c'est comme ça que j'ai commencé à vous lire. Donc, ça fait un petit moment que je vous lis quand même. Et vous avez pour ce livre reçu le prix du style. Ce livre était une façon de faire coïncider vos deux métiers, en fait, celui d'écrivain, celui de psychiatre. Et quel rapport voyez-vous entre la psychiatrie et la littérature ? Ne sont-elles l'une par rapport à l'autre que le pas de côté nécessaire pour ne jamais se prendre trop au sérieux, ni s'enfermer dans des vérités ? Puisque votre dernier roman se présente, comme le dit la 4e de couverture, je crois, comme un éloge de l'indécidable. Donc il y a beaucoup de questions en une seule, mais les rapports entre psychiatrie et littérature, les modèles littéraires, l'autorisation à devenir écrivain quand on est psychiatre,
Comment ça fonctionne tout ça? Conflictuellement, ça je vous le confirme. Et puis être écrivain, j'ai toujours la réponse, une réponse de Louis-René Desforêts à Michel Gazier, qui était journaliste à Télérama, vous vous souvenez. Elle lui demandait est-ce que vous vous sentez écrivain, et il avait eu cette merveilleuse réponse: je travaille tous les jours à cette hypothèse. Et Dieu sait que c'était un immense écrivain. Alors je trouve que oui, le mot est un peu écrasant, et je veux bien me reconnaître auteur. Écrivain, on verra, on verra devant le catafalque. Le métissage entre la psychiatrie et l'écriture littéraire peut sembler assez simple, dans la mesure où la psychiatrie, c'est quand même la matière première du soin psychiatrique, c'est la parole. Et dans la parole des gens qu'on soigne, ce à quoi les psys sont plus attentifs en général, c'est plutôt l'énonciation, c'est-à-dire la manière de formuler les choses, que l'énoncé. Parce que les énoncés des malades qu'on reçoit sont, dans le fond, assez vite banal, quoi. C'est de la déception, c'est de la tristesse, c'est du deuil, c'est du délire. Mais chacun a le sien, hein. C'est pas ce que je veux dire, mais je dirais qu'on ce qui est vraiment important, c'est que chacun va dire sa peine, sa douleur, sa détresse psychique dans des formules très singulières et très personnelles. Alors, cette oreille-là, cette espèce de troisième oreille de psy, je ne suis pas psychanalyste, hein, je reprends un peu ce que vous disiez au début, je ne le suis pas, je suis intéressé par la psychanalyse, j'ai fait pas mal de lectures et de travail personnel analytique, mais je ne suis pas devenu analyste, mais je suis psychiatre, et je crois que les psychiatres qui écoutent leurs patients développent effectivement une sorte de troisième oreille un peu particulière. Malgré tout, cette communauté d'intérêt pour la parole et pour la formulation se heurte au fait que c'est pas facile à concilier, parce que dans l'écriture, on se révèle, on se dévoile, et théoriquement, dans l'exercice de la psychiatrie, on doit être le plus neutre possible, en face du patient, de manière à ce que le patient n'ait pas de... comment dire, ne se sentent pas dans une relation intime avec celui qui le soigne. Alors j'ai de la chance, les patients psychiatriques que je soigne, ils lisent peu. Hein, dans l'ensemble, maintenant je suis à la retraite, donc je peux plus m'autoriser. D'ailleurs, c'est pas du tout un hasard, c'est pas non plus voulu, mais c'est vraiment sur la fin de ma vie professionnelle que j'ai le plus écrit, et que j'ai le plus pu écrire sur la psychiatrie, sur des phénomènes psychiatriques. Et il y a aussi donc un autre obstacle, ou une autre difficulté à contourner, c'est que pour un psychiatre, à chaque fois qu'on reçoit un patient, on a l'impression d'ouvrir un roman. Les histoires... Alors Freud parlait je crois que c'est Freud qui a inventé l'expression roman familial. En tout cas, la psychanalyse en parle beaucoup. Et chaque patient arrive avec son roman familial, et souvent, ça dépasse totalement la fiction. Mais on a des histoires de vie qui sont ahurissantes, et la tentation est grande de les coucher sur le papier, de trafiquer un petit peu. Alors j'ai un petit peu fait ça à la fin de ma vie professionnelle, mais en essayant de masquer au mieux pour pas que les gens se reconnaissent. Mais j'ai pas utilisé le tiers du quart de la matière romanesque absolument florissante qui m'était apportée dans mon bureau de consultation jour après jour. Et ça, c'est terriblement frustrant. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de difficile. Et de garder le cap d'être thérapeute, entre guillemets, enfin, en tout cas dans une fonction thérapeutique, et non pas dans une fonction de vampirisme littéraire. Apportez-moi de la matière, du grain à moudre, ça serait certainement totalement non éthique et très mal perçu par les patients et par les familles. Donc voilà, un métissage qui est possible. Au bout du compte, j'ai le sentiment d'avoir réussi, ne serait-ce que parce que les rares patients qui m'ont parlé de mes écrits m'en ont pas du tout parlé sur un ton de reproche, et étaient plutôt contents de voir que je m'intéressais. Par exemple, j'ai raconté dans un de mes premiers livres qui s'appelle
précis de médecine imaginaire, j'ai raconté une dizaine d'expériences délirantes. Alors, je modifiais le contexte pour pas que les gens se reconnaissent, mais vraiment, je m'inspirais d'histoires qui m'avaient été racontées. Et le projet était un projet, pour le coup, vraiment, on peut dire presque politique. C'était de donner à comprendre comment des conduites qui peuvent paraître de l'extérieur totalement aberrantes sont en fait dictées par une logique délirante à laquelle on n'a pas accès, parce que les gens, dans la vie de tous les jours, ne le disent pas. Ils le disent à leur psy, plus ou moins d'ailleurs, mais dans la vie de tous les jours, non. Et donc, ils peuvent paraître complètement imprévisibles, complètement capricieux, bizarres, énigmatiques, alors qu'en fait, ils suivent une logique qui est très, très impitoyable, très cohérente, et que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Alors, c'était un peu une sorte de plaidoyer, si vous voulez, pour la psychose, pour la tolérance aux conduites psychotiques dans la cité. Alors, vous avez aussi écrit 49 poèmes carrés, dont un triangulaire. Et donc, c'est un recueil de poèmes. Et on se demande quel rapport vous entretenez avec l'Oulipo. Enfin, c'est toute cette écriture des contraintes. Et puis, vous avez écrit un livre que j'aime beaucoup parce que vous y parlez de Francis Marmande. J'aurais tant aimé. Et des chroniques de jazz et de corrida de Tauromachie de Francis Marmande, qui a été mon directeur de DEA et que j'ai revu récemment, voilà. Donc, pas paix à son âme, parce qu'il est encore bien vivant, mais c'était un personnage. Hein. Et donc, votre rapport à l'Oulipo, à Pérec, à l'écriture à contrainte, est-ce que vous sentez un héritier de ce mouvement ? Est-ce que vous appréciez cette veine-là dans la littérature ? Beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup. J'ai énormément pratiqué Queneau, Pérec, et puis d'autres, Roubaud, enfin, les grands oulipiens. J'ai une relation amicale assez soutenue avec Hervé Letellier, qui est le président actuel de l'Oulipo. Mais je ne suis pas membre de l'Oulipo. Et peut-être ça peut intéresser certains qui aiment ce genre littéraire. Pour faire partie de l'Oulipo, il faut être désigné par les gens de l'Oulipo. Mais si on veut être sûr de ne jamais en faire partie, il faut le demander. Toute personne qui en fait la demande est exclue définitivement de l'Oulipo. Et c'est un groupe littéraire qui a aussi quelque chose de très touchant, c'est qu'on en fait partie définitivement pour l'éternité. C'est-à-dire que les membres de l'Oulipo qui sont décédés sont excusés pour cause de décès aux réunions. mais ils sont toujours membres de l'Oulipo. Alors c'est vrai que, je pense que vous êtes étudiant en lettres, vous avez certainement déjà croisé ce mouvement littéraire de la contrainte qui avait été initié par Queneau et Le Lyonnais, qui était mathématicien. Et l'idée, c'est de trouver des contraintes qui soient à la fois littéraires et mathématiques. Alors en fait, dans ma production, il y a toujours des petites contraintes, mais par exemple, les poèmes carrés, c'est une contrainte extrêmement simple. Avec le traitement de text word, maintenant, vous pouvez faire des poèmes ronds, des poèmes carrés, autant que vous voulez. Là, je m'étais inspiré, d'ailleurs, non pas de... Enfin, j'avais été inspiré par Bukowski, qui a rien à voir avec l'Oulipo, mais qui avait écrit un poème très gore à la machine, vous savez, la machine à l'ancienne. Donc il allait en bout de ligne et puis et il coupait le mot n'importe où, quoi, là où ça se trouvait, et de manière à faire un carré. Et ce que racontait ce poème était drôlissime. Moi, j'aime bien cette veine-là de cet auteur. Il racontait qu'il était invité par une association de dames patronesses et bien pensantes qui aimaient la poésie et qui avaient entendu dire qu'il en écrivait et qui voulaient entendre sa poésie. Alors, c'était un grand alcoolique, Bukowski, était tout le temps entre deux cuites, il allait sur le champ de course se ruiner, enfin perdre tous ses droits d'auteur. Et il arrive un peu ivre sur la scène, et il a une bouteille, il raconte ça dans le poème carré, il a une bouteille de whisky dans sa poche, et il se retrouve, il a immédiatement le sentiment qu'il n'est pas du tout à sa place devant ces dames patronesses qui aiment la jolie poésie. Alors il commence à lire la sienne, il sent qu'il y a un froid, c'est souvent une poésie très érotique, très, très crue. Il sent un grand froid,
Alors il boit plusieurs rasades, et comme il avait déjà pas mal bu avant, à un moment, il est pris d'une nausée. Et il y a un piano, un piano à queue sur l'estrade. Alors il ouvre le battant, quoi, et il vomit dans le piano. Et, et il raconte, ça se termine par: je connais beaucoup de poètes, ils vomiraient n'importe où contre de l'argent. Ça m'avait fait hurler de rire, cette connerie. Et donc c'est comme ça que j'ai un jour d'ennui, je me suis dit: tiens, je vais faire un poème carré. Mais là, cette fois, en justifiant, comme disent les imprimeurs. Et, et ce sont 49 poèmes qui racontent une histoire, en fait, qui ne sont pas très poétiques. C'est plutôt de la prose, une petite prose. Ouais, si je me souviens bien, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a empêché d'écrire par le couple, quoi, par la vie conjugale. Enfin, c'est par la vie familiale conjugale. Bon, ça raconte une histoire aussi assez universelle, quoi. Des difficultés de lier la conjugalité et la création littéraire, ou la solitude nécessaire à toute création, en fait. Mais avec une petite ouverture sur le fait que c'est peut-être un prétexte, Oui. à la fin, quoi. C'est ce qu'on comprend. Alors, une dernière question, c'est pour nos étudiants surtout qui ont envie, je sais qu'il y en a dans la salle. Pardon, Oui. je suis parti dans une idée annexe. Mon livre le plus oulipien, c'est celui que vous indiquiez. C'est J'aurais tant aimé. Oui. Parce que c'est une lui, série de Je me souviens. Voilà, enfin, il est complètement appuyé sur Je me souviens de Pérec, il y a 480 phrases. Je me suis quand même fait avoir par Pérec, parce que tout le monde dit, il y a 480 phrases qui toutes commencent par Je me souviens. Et j'aurais dû être un peu plus attentif, parce qu'avec Pérec, les totalités sont toujours un peu, un peu mises à mal. C'est en fait 479 phrases qui commencent par Je me souviens, et une qui commence par Et ça me fait me souvenir de. Mais on la voit à peine, tellement ça passe de manière fluide dans le truc. Donc moi j'ai fait 480 phrases qui commencent par J'aurais haï tant aimé, c'est-à-dire au moment de faire mes adieux au monde, je pourrais me dire voilà ce qui m'a bien plu, et je me disais autant l'écrire avant, de manière à pouvoir bien faire le recensement de toutes les... Et ensuite, je vous fais grâce, mais j'ai trouvé un algorithme de distribution des phrases qui fait qu'elles ne sont absolument pas distribuées au hasard, mais elles obéissent à un ordre très précis. Bon, je vous laisse le soin de vous creuser là. Alors là, pour l'algorithme, je sens avoir du mal à le trouver. Je me souviens que dans J'aurais tant aimé aussi, vous avez... à un moment, il est question des chiens, donc ça renvoie à toute une génération aussi des années 80, 90, 95. 90, voilà, des chiens. 90, voilà. Des chiens qui sont devenus de grands acteurs, de grands réalisateurs, voilà, enfin bon. Et alors, pour nos étudiants qui auraient envie de devenir écrivains, je sais qu'il y en a, et quels conseils vous leur donneriez, quelles recommandations, quelle lecture, quelle mise en garde? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur donner de plus personnel pour des conseils pour se lancer dans l'écriture, quoi? Comme vous avez hésité, vous êtes passé par la psychiatrie pour arriver à la littérature. Qu'est-ce que vous pourriez leur Si vous dire? voulez, au départ, il y a quelque chose que je maîtrise absolument pas, que je ne comprends pas, mais c'était viscéral chez moi. Il fallait que j'écrive. Alors, j'étais pas sûr d'être publié, et j'ai même, à plusieurs reprises, vous avez parlé de mon premier livre chez Gallimard, donc c'est en 91, le deuxième chez Verdier, qui est mon éditeur principal d'ailleurs, est paru en 2005, 14 ans après. Et pendant 14 ans, je n'ai pas cessé d'écrire, mais aucun des textes que j'ai soumis à Gallimard n'a passé la rampe, parce que je pense que j'étais pas dans des bonnes conditions pour écrire, entre le boulot, les obligations personnelles, etc. Et, à un moment, je me suis même dit, peut-être que je serais l'auteur d'un seul livre, et que je vais renoncer. Quand Verdier a accepté le précis de médecine imaginaire, ça a relancé le processus. Et quand j'attendais la réponse de Gallimard pour La lumière, l'encre et l'usure immobilier, j'en étais à me dire, si la réponse est négative, parce que je croyais vraiment beaucoup dans ce livre où j'ai mis beaucoup de moi, je me disais, si la réponse est négative, il ne faut plus que j'écrive, c'est pas la peine. Donc,
je pense il faut avoir une espèce de radicalité et de désir extrêmement puissant d'écrire. Et puis, le conseil primordial que je donnerais, c'est qu'il faut lire énormément. Pour écrire, on n'arrive à rien si on s'en tient uniquement à son expérience et à son histoire personnelle. Il faut pouvoir, il n'y a pas de grand livre sans mise en perspective de l'expérience personnelle avec la littérature, quelle qu'elle soit. Hein. Alors après, certains vont être passionnés de science-fiction, de romans graphiques, de policiers, peu importe, mais une espèce d'armature culturelle pour guider l'écriture personnelle. Je crois que c'est nécessaire. Merci beaucoup. On va peut-être laisser la parole aux étudiants qui ont envie de vous poser des questions. Merci beaucoup d'abord. C'était vraiment passionnant et délicieux, j'ai envie de dire. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est... je n'ai pas lu votre livre, je précise, mais j'ai bien sûr écouté attentivement les extraits. Et il m'a semblé que vous aimiez pratiquer le second degré. Et c'est plus vraiment quelque chose qui parfois est compris aujourd'hui. Ça m'inquiète beaucoup à titre personnel. Et je voulais savoir si vous aussi, vous vous inquiétez de cette dérive maintenant vers la polarisation et le fait d'être un peu dans la binarité toujours. Est-ce que du coup, votre écriture est aussi une forme de résistance à cette dérive, si vous partagez mon sentiment toutefois? Merci. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et moi, je me cache pas d'être universaliste et je pense qu'effectivement, c'est important d'une part. On pourra peut-être rentrer dans les détails si certains veulent, mais je pense que c'est une approche philosophique de l'humanité qui est plus intéressante. Et je pense aussi que, on fait jamais mieux passer des messages que lorsqu'on les fait, qu'on utilise l'ironie, l'humour, le pas de côté, pour reprendre votre expression jolie tout à l'heure. Je pense que c'est beaucoup plus percutant que si on dit frontalement voilà ce que je pense et voilà ce que je veux qu'on pense avec moi. Hein, on n'a peut-être pas tellement... on a peut-être oublié de donner une vue d'ensemble du livre. La cathédrale de Pontorgueil brûle, donc le 10 avril, et ensuite on va voir, chaque chapitre va être le point de vue d'un habitant ou d'un groupe d'habitants de la commune là-dessus, et très rapidement vont naître des hypothèses sur est-ce qu'elle a brûlé accidentellement ou est-ce que quelqu'un a mis le feu, et il y a plusieurs pistes. Alors on pourrait dire, ça fait un peu roman policier ça, mais c'est pas du tout roman policier. On finit le livre sans savoir si elle a brûlé par accident ou si elle a brûlé par intention. Et si c'est par intention, on ne sait absolument pas qui peut être à l'origine du truc. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Le roman est politique sur justement toutes ces compromissions, tous ces abandons, hein, des valeurs constitutives de la politique française qui conduisent à ce désastre et à ce qui suit. Deuxième désastre qui est le centre commercial à la place de la cathédrale, quoi. Donc juste pour poursuivre, ça veut dire donc que vous n'avez pas eu le sentiment d'être parfois incompris du fait de ce pas de côté? Parce que moi je pense par exemple je vais prendre un exemple, le Gorafi, combien de gens le prennent au sérieux? Donc c'est très inquiétant, je trouve, que le second degré se perd en fait. Et on prend tout pour argent comptant, et ensuite on choisit un camp en fait, pour faire court. Est-ce que c'est quelque chose qui parfois vous a amené à vous rendre compte que finalement c'est pas si facile ça de faire un second degré en étant compris, en faisant un pari sur l'intelligence du lecteur finalement? Oui, mais vous savez, je disais tout à l'heure, les gens qui arrivent au roman sont déjà, à mon avis, dans une culture de l'écrit forcément. Et ce que vous indiquez, ça me semble être beaucoup plus opérant, beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux, dans les médias audiovisuels, enfin en particulier visuels. Il me semble que là, effectivement, il y a des malentendus et des schématismes qui s'imposent de plus en plus. Mais les gens qui lisent, en général, ils aiment bien entendre entre les lignes une petite musique qui dit, qui nuance ou qui permet de comprendre un peu autrement le message officiel, facial. Je l'espère. Ouais, j'espère aussi.
Vous avez dit tout à l'heure que, dû à votre ancien métier de psychiatre, vous avez eu beaucoup comment dire, de clients qui vous ont parlé de romans familiaux et que vous avez une envie de mettre ça sur papier, mais dû à l'éthique et au fait qu'ils ne sont pas très consentants, vous ne vouliez pas trop. Du coup, je me suis demandé, et si la majorité vous donnez le consentement, est-ce que vous aimeriez bien faire un espèce de recueil des plus intéressants? Ce qui serait un peu faire écrivain, biographe, quoi, en somme, biographe des sans-voix. Ben, écoutez, c'est une vraie question, une excellente question que je me suis un peu posée parce que j'ai une collègue qui me dit, mais avec ta capacité d'écrire, tu pourrais te faire le scribe, en somme, de ceux qui ne sont pas capables de raconter leur histoire et qui ont des histoires extrêmement étonnantes. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu mieux à faire, ou plus urgent à faire de mon point de vue. Mais c'est pas impossible qu'un jour je fasse ça, surtout maintenant que je suis plus, ou presque plus. Je fais toujours une consultation une journée par semaine, mais dans un an à peu près, je vais arrêter. Et donc quand j'aurai arrêté, peut-être que je pourrais revenir sur la scène psychiatrique sous cet angle-là. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très intéressant, à condition que ce soit le patient qui le demande. Alors, vous disiez, c'est pas qu'ils sont pas consentants, parce que j'aurais pu leur piquer leurs histoires et puis pas leur demander leur avis, si vous voulez. Hein, mais c'est moi qui me suis limité, gourmandé et interdit, en tout cas, de la raconter brute, comme ça, de décoffrage. Du coup, par rapport à votre métier de psychiatre, je me demandais, est-ce que vous avez des personnages dont le mental a été inspiré par certains de vos patients ou des proches à vous? Alors, dans Contrefeu, il y en a quelques-uns qui, comment dire, de la même manière que des personnages non malades, comme le maire, qui a un logo, un slogan complètement idiot, là, ensemble de bouts de main, et qui est, on pourrait dire, presque plus vrai que nature, quoi. Enfin, qui veut concilier absolument le respect de la tradition et l'innovation dans le futur. Je dirais qu'il y a quelques malades dans le livre dont l'évocation, dans le portrait, est très vraisemblable. Mais on a parlé de Balzac tout à l'heure. Je crois que c'est Balzac qui disait dans le roman, tout doit être vraisemblable, rien doit être vrai. C'est pas Balzac qui disait ça? Oui, il me semble. Enfin, donc voilà, j'ai pas fait le portrait d'un malade que je connais, mais j'ai fait le portrait d'un malade plausible, de plusieurs malades plausibles. D'accord, merci. Et puis je me suis inspiré, il y a ce personnage qui s'appelle Mouki, qui est africain et qui a des problèmes pour obtenir l'asile, enfin qui se voit refuser l'asile. Et là, je me suis inspiré d'une pratique de psy que j'ai eue pendant 7 ans dans ce qu'on appelle une permanence d'accès aux soins de santé, où je recevais essentiellement des migrants qui étaient tous demandeurs d'asile ou recalés de la demande d'asile. Et j'ai brocardé là aussi les situations humainement pathétiques que je recevais. C'était la moitié de mon temps que je consacrais à ce travail. Et c'était vraiment des réalités humaines tout à fait pathétiques, avec une froideur de l'administration complètement, par moments, insoutenable. Et donc, je dirais pas que je m'en moque, mais en tout cas, je la dénonce à mots couverts dans le livre. Aussi, dans la même veine, au-delà de ce qu'un auteur apporte à son œuvre, est-ce que vous avez aussi déjà écrit par rapport à votre propre mentalité? Pratiquement, sauf le livre de psychiatrie, et encore, c'est ma manière d'envisager la politique sanitaire en psychiatrie, mais sinon, je n'ai guère écrit qu'avec de la matière autobiographique mélangée à de la fiction, mais beaucoup de matière autobiographique. Mais je pense que c'est vrai un peu tout le monde, hein. Et je pense que c'est même vrai des auteurs de science-fiction qui mettent dans leur scénario plus ou moins fantastique des éléments de leur propre vie, hein, de leur propre problématique.
Bien, écoutez, je crois qu'on va pouvoir conclure. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir été actif dans vos questions. Merci beaucoup. Merci à l'écrivain, à Emmanuel Venet pour ses réponses très généreuses, très construites. Et puis, merci au service culturel. Merci à tous.